À mon avis, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième session aujourd'hui qui portera donc sur le numérique et les droits humains et plus précisément quelle place pour le numérique dans la lutte pour les droits humains aujourd'hui. Et on s'intéressera à la fois aux opportunités, aux défis et aux limites qui se posent. Donc j'ai autour de moi aujourd'hui Brian McGonigal-Lay, qui est Associate Professor of Human Rights and Global Justice aux Pays-Bas, et Monsieur Cherif El-Kadi, qui est Policy Analyst pour la région MENA pour Access Now en Tunisie, et Monsieur, à ma gauche, Gerald Abila, qui est fondateur de l'organisation Barefoot Law en Ouganda. Donc, d'abord, pourquoi vous parlez aujourd'hui du numérique et des droits humains? Bien, parce qu'on est dans une conférence sur les droits humains, évidemment, donc la moitié du sujet est déjà remplie, mais l'enjeu du numérique dans le domaine des droits humains n'est pas quelque chose qui est acquis et qui est forcément évident. Il n'y a pas des rapports évidents entre le numérique et les droits humains, ni entre le numérique et la justice de manière générale, j'ai envie de dire. Et le secteur de la justice n'est pas connu pour être à la pointe de l'innovation technologique et numérique. Pourtant, on voit depuis déjà quelques années de nombreux acteurs qui se saisissent, aussi bien dans la société civile que dans les ONG, par exemple, qui se saisissent depuis quelques années des nouvelles technologies pour essayer d'améliorer leurs activités de défense des droits humains. Et on observe également, depuis quelques années, une tendance croissante des bailleurs de fonds également à promouvoir des projets tournés vers le digital et à financer de plus en plus de projets qui utiliseraient le numérique afin de défendre les droits humains. Et ce constat nous interpelle un petit peu, que ce soit chez ASF, mais je pense que d'autres acteurs et ceux qui m'entourent aujourd'hui également, puisque le développement des nouvelles technologies, l'accès à Internet, etc., ne doivent pas, à notre sens et à mon sens, être utilisés comme une fin en soi et doivent rester un moyen pour défendre l'accès aux droits, pour défendre la justice pour toutes et pour tous. Et donc, s'ils sont mobilisés, ça ne doit être que dans une perspective d'améliorer la protection des droits humains et notamment des populations les plus vulnérables. Or, on ne manque pas d'exemples aujourd'hui de nouvelles technologies qui sont utilisées dans le sens inverse et qui sont utilisées pour violer les droits humains ou qui posent de nouvelles menaces pour les droits humains. Dans des domaines aussi essentiels que l'accès à la justice ou la citoyenneté, par exemple, on observe des usages expérimentaux, voire dangereux et parfois discriminatoires des technologies numériques, notamment celles qui font un usage intensif des données personnelles et des données biométriques notamment. On a pu voir l'année passée le scandale du projet Pegasus qui a révélé l'ampleur des menaces qui pèsent sur l'espace civique et notamment sur les défenseurs des droits humains du fait de la captation massive des données et de l'exploitation à des mauvaises fins de celles-ci. Et en parallèle, on a pu voir, et on le constate tous aujourd'hui, que Internet est devenu une sphère à part entière, en fait, une extension de l'espace public et de l'espace civique. C'est devenu l'endroit roi pour s'informer, et c'est la base en fait de l'accès au droit, à l'information. Donc, on voit déjà l'impact qu'a aussi Internet aujourd'hui dans nos actions. Donc, en tant qu'ONG, cherchant à promouvoir l'accès au droit pour toutes et tous, et la promotion en fait des droits humains et le renforcement de l'état de droit, ASF et nous toutes et tous aujourd'hui sommes au cœur de ces problématiques et nous cherchons en fait, je pense, à nous positionner sur ces enjeux cruciaux pour les prochaines années pour la protection des droits humains. L'enjeu aujourd'hui de cette plénière, telle qu'on l'a conçue, est de pouvoir mobiliser et réfléchir ensemble en tout cas à comment pouvoir mobiliser les nouvelles technologies et le numérique en général pour défendre les droits humains de manière éthique, de manière responsable et de manière respectueuse des droits humains, c'est-à-dire sans enclencher de nouvelles menaces et de nouvelles violations pour les droits humains. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur le fait qu'on ne vise pas à l'exhaustivité. C'est un sujet qui est très large, qui pourrait faire l'objet d'une journée, voire d'une semaine entière de conférences. Donc, on essayera de tenir des propos centrés sur quelques exemples précis, sur des sujets, et de proposer des idées aussi pour l'avenir. Donc, je vais poser d'abord une première question à nos trois intervenants autour de moi, qui va vous permettre aussi de vous introduire et d'introduire votre travail dans ce domaine. C'est que faites-vous et que fait votre organisation dans le domaine du digital et des droits humains? J'aimerais commencer par vous, Monsieur Gerald Abila.
I hope I can be heard clearly. I'll try to speak slowly for the translator. It's a pleasure to be here, to be invited, especially after 2 years of what seemed very uncertain. But it was a wonderful 2 years because for once it forced us to adopt. And I believe it's part of that we're having a discussion on digitization and human rights here today. My name is Gerald Abila. I'm a founder of an organization based in Uganda called Barefoot Law. And ours is simple. Our mission is to get the law to protect vulnerable people across Africa. And our goal by 2030 is to reach 50 million Africans by making the law available to them on their fingertips. Our goal from a technology perspective in 2030 is to create an artificial lawyer who is as accurate or more accurate than a human being lawyer. And yeah, that's our long-term goal. When it comes specifically to digitization and human rights and access to justice, I believe it's something that we need to, as quickly as possible, leverage the technology tools that we have and some that we don't have to make the law simplified and to broadcast it or to make it scalable at an industrial level, because the tools are available and almost everyone has access to them. So I think that's something that we can maybe brainstorm more on how to industrialize, automate, and make the law available to everyone at an industrial scale. Yeah, thank you. Thank you, Gerald. Okay, so maybe Sherif, I can give you the floor. Merci Justine, merci mesdames et messieurs, merci pour Avocats sans frontières. Enfin, après plus de 2 années de collaboration, de travail en ligne, à travers des moyens digitaux notamment, nous sommes finalement réunis ensemble en personne pour parler de la digitalisation. Donc, je suis Sherif El-Qawi, je suis l'analyste des politiques pour la région MENA, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, avec Access Now. Access Now, qui est une organisation globale qui travaille sur l'intersection des droits humains et du numérique. Nous sommes pour la promotion des droits humains pour les utilisateurs à risque, notamment les communautés vulnérables, c'est-à-dire les défenseurs des droits de l'homme, les ONG qui travaillent dans des situations parfois très peu favorables. Notre travail il est vraiment à l'intersection du numérique et des droits de l'homme, disons qu'on peut qualifier de traditionnels, comme le droit à la liberté d'expression, le droit au rassemblement et le droit d'association pacifique, le droit bien sûr à la vie privée et à la protection des données personnelles, et aussi le droit d'accès à l'information. Ces droits humains qui pourraient constituer ce pôle de droits humains, de droits de l'homme, constituer ce qu'on pourrait appeler les droits numériques, ou bien ils sont à l'intersection du numérique et des droits humains, sont bien évidemment au cœur de la justice, parce que c'est le rôle de la justice de protéger ces droits dans les mesures et les notions connues telles que la légalité, la nécessité et la proportionnalité. Donc c'est vraiment une question maintenant essentielle aujourd'hui que de parler du numérique en tant qu'outil, bien sûr, et de la justice. Je ne peux pas dire numérique au service de la justice, ou non pas au service, mais c'est juste un outil comme n'importe quel autre outil, comme les stylos, les papiers, comme les livres, etc. Ça reste vraiment un outil. Et juste pour, peut-être que mon intervention soit plus claire, pourquoi c'est un outil? C'est juste un outil qui a une caractéristique bien spécifique, c'est qu'il agit énormément vite, trop vite même, pour nous, simples mortels. En fait, c'est la caractéristique des solutions technologiques. Et après, bien sûr, on peut très bien aller plus dans les détails.
À Access Now, nous faisons bien sûr du plaidoyer qu'au niveau que ce soit national, régional et international avec les associations internationales. Nous avons des campagnes internationales comme la campagne Keep It On. C'est avec une coalition de plus de 250 associations de parlements qui appellent à garder l'Internet accessible à toutes et à tous, car l'accès à Internet est considéré, on le considère comme un droit humain basique, comme un droit de l'homme basique, comme l'a très bien exprimé le rapporteur spécial des Nations Unies, rapporteur à la liberté d'expression depuis 2011. Nous avons bien sûr notre fameuse campagne WhyID, c'est pour se poser cette question assez simple, basique, pourquoi l'identité, tout simplement, et de là, pourquoi avoir toutes ces solutions d'identification digitale. J'utilise le terme identification et non pas identité parce qu'on considère qu'un être humain, l'identité lui est déjà inhérente. L'identification, c'est une solution qui vient par après. Et bien sûr, je tiens à saluer le travail de notre helpline technique qui est vraiment le cœur de Access Now. C'est une helpline qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui soutient les défenseurs des droits de l'homme, les ONG, les activistes de parlement pour sécuriser leurs comptes, pour parfois même sauver leur vie parce que l'intersection de ce qui est online et ce qui est offline est maintenant plus que jamais quelque chose de totalement naturel. Un grand merci, Chérif. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de pistes pour la suite de la discussion, donc c'est très riche. Et I'll give the floor to Brianne. Thank you so much, Justine. And thank you to ASF for having me. So how did I get into the notion of digitalization or technology and human rights? Well, it came through two separate spheres, and it's really the two hats that I wear professionally. On the one hand, I'm an associate professor at Utrecht University, and I'm very interested in human rights education. In fact, I help run the LLM, where we have a specialization in human rights. Now, as part of my research, I had been doing work on the role of universities and their documentation efforts for serious international crimes. And as part of this research, I was interviewing a lot of people around the world, running different university programs, different clinical programs. In fact, I'm very sad to be missing the afternoon program on the legal clinics. But these legal clinics that were utilizing open source investigations or open source intelligence techniques. And they were having a major impact on advocacy and accountability for serious international crimes, as well as topics such as environmental justice. And it was through these interviews that I kept thinking, this is very much going to be the future of human rights monitoring and documentation work. And this is what our students need to be equipped to do. On the other hand, I'm also a senior peace fellow with an NGO called the Public International Law and Policy Group. And with them, I had been doing a number of different projects related to technology and documentation and truth-telling, specifically with Rohingya in refugee camps in Bangladesh, where we are equipping the Rohingya themselves to carry out investigations, upload interviews and truth-telling sessions to clouds, where it can then be analyzed and preserved, hopefully for future, whether it's truth-telling work, accountability work, or simply for archival purposes. So it was with those two things in mind that I have spearheaded at Utrecht University the creation of an open source investigations lab, and it's going to be called the OSINT Global Justice Lab. We'll be focusing on, like I said, environmental justice as well as human rights work, where students will be able to acquire specific knowledge and skills around open source intelligence techniques, but they will also be trained in trauma-related practices, and they will learn about the ethical considerations around technology use and privacy and data protection,
so that when they enter the market and they start working with different human rights NGOs around the world, they will be able to take the knowledge and hopefully use it for really good advocacy and accountability work. Thanks. Thanks a lot, Brienne. Donc je crois que vous pouvez déjà le remarquer, on a 3 profils d'intervenants qui sont très différents et qui se complètent en final très bien pour essayer de dresser un portrait un petit peu large de cette thématique assez complexe. Et Monsieur Cherif El Ghazzi pourra notamment enrichir, je pense, la discussion sur les menaces que font peser les nouvelles technologies sur les droits humains, mais aussi comment réinjecter, et c'est là tout l'enjeu de cette plénière, comment réinjecter les droits humains dans le numérique. Et c'est en fait la prochaine question que je voudrais avoir pour vous 3, et c'est quelque chose, je pense, auquel vous êtes tous confrontés, puisque M. Gerald Dabila, vous avez aussi, avec Barefoot Law, vous utilisez au quotidien, au final, les nouvelles technologies pour l'empowerment juridique. Et en ce sens, dans votre activité quotidienne de organisation de Barefoot Law, vous utilisez aussi au quotidien les nouvelles technologies et donc vous êtes confronté à ces menaces. Donc j'aimerais aussi voir avec vous quelles menaces vous repérez et comment vous essayez de les combattre et how do you try to overcome the threats of digital technologies on human rights? Thank you for that. I'm trying to get my head around digital technologies and human rights, and the more I think about it, the more I get convinced human rights from a digital perspective is starting to get outdated, or at least our understanding of human rights is starting to get outdated. The definition or the concept of people or person or human in light of new technologies calls for us to revise our entire understanding of the law. Right now, I think from an English common law perspective, we have legal humans who are created by law, and we have natural humans who are created by God, protein-based natural humans. But we have a movement that's starting to think of the creation of a third category of electronic humans, which electronic humans at some point in future will have rights. And so when we are looking at digitization and violation of human rights, I think the biggest threat that I've faced in the 10 years I've been in this space is a mindset shift, especially mindset change from members of the legal profession. I remember a quote that inspires me from Henry Ford. If I was to ask people for what they wanted, they would have said faster horses. So sometimes I feel in the legal profession, we are asking for faster horses while not thinking of the possibility of cars. So I think we need to be a bit more open-minded to what exactly this technology means for the future and how we can get there smoothly. In terms of a practical perspective, day-to-day perspective, when I look at new technologies, especially social media, the biggest threat that I see arising from them is a lot of polarization. There is, of course, the reflection of what we are as society, but it's just so sad where this has ended up with polarization. And of course, this comes with bias in algorithms. I remember there was an incident where algorithms the codes would not detect black skin when it came to automation of flushing water in the toilets, because such algorithmic biases are not, the people that develop these algorithms do not consider certain things like diversity or inclusivity. Of course, there are threats of data privacy, but I guess that we'll talk about a lot as we are moving on. But one threat that I really wanted to stress again today is a threat in inequality. From where we've reached at Barefoot Law, we've spent the past 5 years trying to create an artificial lawyer or an electronic lawyer, someone who you can talk to and they will talk back to you with legal advice. And we've worked with some of the biggest institutions to get to this point, but
what holds us back is a lack of language sets. So there's a bit of a challenge in coming up with or finding language sets for traditional languages in many of the areas in which we operate. English is available, French is available, but getting a language set for, let's say, Luganda is impossible, and it's so expensive to create. So our machines, or at least any new technologies we are developing, are limited by that language set. We have to wait for the big tech companies to come and develop language sets, but they won't develop language sets unless there's a profit in it that they can use to create revenue from advertising. So we should advocate for many of these technologies to be available, because that then creates inequalities and perpetuates the divide that we're trying to sort of close. So I think the biggest threat from new technologies is perpetuating inequalities. And a lot of us sleepwalk into this without really knowing what effects it has. So I think, for me, the 10 years that I've been in this space, I think that's one of the biggest threats that we're facing, especially inequalities from the global south. So that's a very, very big threat. And of course, inequalities then transcend to, for instance, we're here talking about technologies, but how many elders can use this technology? How many women can use this technology? So in advocating for these new technologies, we also sometimes unconsciously become agents of this bias. At Barefoot Law, what we've tried to do is, as much as possible, have new technologies, but keep as much as possible the traditional ways of carrying out legal aid and sensitization. Use the radio stations, go out into communities, hold sensitization in churches, at schools, to try as much as possible to get those that may not have access to this. But I'm interested in hearing more again from the panel and the audience as we carry on the conversation. Thank you. Thanks a lot, Gerald. Ce que je trouve très intéressant et ce que j'aimerais peut-être faire ressortir de cette intervention, c'est déjà tous les liens qu'on voit entre ce que vous venez de dire, Monsieur Gérald Dabila, et tout ce qui est ressorti déjà de la première journée de discussion d'hier. Et on retrouve notamment l'idée que pour pouvoir utiliser ce qui ressort, ce que je retiens en tout cas de votre intervention, pour se tourner vers la suite du débat, c'est que pour pouvoir utiliser les nouvelles technologies afin de rendre possible le legal empowerment et de empower les populations, et notamment les plus vulnérables, il faut pouvoir faire du plaidoyer et militer en faveur d'outils digitaux qui soient en fait respectueux des droits humains, mais qui permettent même de contrer les inégalités qui existent déjà. Et notamment, une des inégalités que vous avez pointées et qui a déjà été pointée hier dans une des sessions, c'est l'inégalité sur la langue et donc l'accès au droit, l'accès à l'information en tant que telle. Et qu'au-delà de l'accès au langage juridique qui est déjà d'une telle complexité en lui-même, il y a aussi la barrière de la langue, et effectivement le risque est que les nouvelles technologies reproduisent ces inégalités qui existent déjà et qu'on connaît déjà dans la sphère du droit en général, dans la sphère de la justice et donc dans le domaine des droits humains, et qui soient répétées à nouveau, même en déployant de nouvelles technologies au service des droits humains. Et je voudrais à présent me tourner vers Brian. Brian, do you have other ideas, or do you want to develop more on the threats existing in this field, and do you have also another experience to share about how to overcome these threats? Wait. Yeah? Okay. I'm going to take a slightly different interpretation to this notion of risks and threats, and that's from the individuals who will be using the technology. Those human rights defenders, those human rights activists who are using technology to carry out their work. And for those of you who may not
be familiar with open source investigations. Sometimes you've heard of organizations like Bellingcat or C4Ads, the Human Rights Investigations Lab at Berkeley, for example. Essex University, Amnesty International has a digital verification team. And what it is it's being able to use open source material to not only collect information, but specifically to verify that information, to analyze that information, and then to produce something new with that information, again, whether it's around advocacy or specifically around accountability. So it's very much used to counter disinformation campaigns. So disinformation around elections or disinformation around conflict, disinformation around vaccines. You can think of a lot that's out there. And human rights organizations are using these techniques to be able to systematically and transparently counter this disinformation, but also to try to hold individuals and governments to account. One of the risks in doing so is that the people working for them can be exposed to very serious and traumatic material. And we've known this. All people working in the area of human rights have experienced to different and varying degrees the threats and the risks around trauma. And so if you can imagine, if you're working for an organization like Air Wars that does phenomenal work using open source investigations to monitor civilian deaths around the world, that the people working there are going to be exposed to pretty serious, in fact, very serious images. And how best to ensure their own well-being so that they can continue this work. And that's something that is important not only for professionals in the field, but also for the students who are learning these types of techniques. There's organizations out there that work on this, and particularly for journalism, but also for human rights defenders. And that's something that I think we don't talk enough about in the world of human rights work, that constant exposure to some of humanity's worst acts can have a very negative impact on the well-being of people working in this field. So this is something that I think within the technology space of human rights, it needs to be discussed more. So maybe that's one way of trying to tackle it. We need to be better at identifying when trauma can occur, and we need to be able to learn the coping mechanisms for being able to deal with it so that we can ensure our own well-being to be able to carry on the fight. Thank you. Thanks a lot. C'est une perspective très intéressante de voir déjà avec justement les nouvelles technologies, comment avec l'investigation open source, on peut justement essayer de contrer ces problèmes et en tout cas essayer de contrer notamment la désinformation et donc de rendre plus accessible l'information, plus transparente également, et ce qui est à nouveau le fondement même, la base de l'accès au droit et à la justice. Mais en effet, il faut penser effectivement non seulement aux obstacles et aux inégalités qui se posent pour les populations qu'on essaye d'empower par exemple, et pour les populations auprès desquelles on développe des activités, mais aussi pour les personnes mêmes qui développent ces activités. Et c'est effectivement quelque chose qui doit être pensé, notamment pour les futures générations et dans le cadre de l'éducation justement juridique. Monsieur Cherif El-Ghadi, je vous laisse peut-être la parole pour poursuivre. Merci, merci Justine. En fait, étant moi-même informaticien, ingénieur d'informatique de formation avant d'être un analyste politique ou analyste de politique technologique en général, il y a une question qui peut paraître toute simple et qui parfois on ne se pose même pas. Avant de penser à comment faire de la technologie un outil pour favoriser les droits, etc. Il faut d'abord se poser la question, mais qu'est-ce que la technologie? C'est quoi ces outils qu'on travaille avec, qu'on fait avec? En fait, je vais peut-être me répéter, mais c'est tout simple. En fait, comme cet ordinateur-là, c'est juste une machine qui répond à des questions par oui ou non.
C'est tout simple. Sauf que la caractéristique, c'est que ça va à une vitesse fulgurante. On se rappelle peut-être tous ici une loi en électronique, une loi mathématique qui s'appelle la loi de Moore, qui est valide depuis 1965, qui dit que généralement toutes les 2 années, les puissances de calcul, je simplifie vraiment au maximum, généralement toutes les 2 années, les puissances de calcul sont multipliées par 2. Donc imaginez le potentiel et le pouvoir exponentiel que ces machines puissent calculer très vite. Donc ces machines elles répondent à des questions par oui ou non, 0, 1, d'une manière extrêmement rapide, qui pour nous, simples êtres humains qui sont cadencés, notre cerveau à, je crois, 1 Hertz par seconde, et ce joli petit ordinateur, il est à 3 milliards de Hertz par seconde. Donc regardez la différence. Il faut juste démystifier ça, comprendre ça pour savoir que c'est juste, ils vont juste plus vite que nous. Mais donc normalement, les droits de l'homme traditionnels qu'on connaît doivent aussi s'appliquer à ces technologies. Et avant de penser à utiliser ces technologies, il faut vraiment savoir quel impact aura cet outil sur notre utilisation. Et est-ce que nous avons vraiment besoin de cet outil ? L'une des premières, disons, notions pour un ingénieur en informatique, c'est de concevoir une solution à un problème. Peut-être que la solution à ce problème, c'est juste, il faut apprendre au monsieur comment utiliser, ou bien comment utiliser en bonne et due forme un simple registre sur papier. On n'a pas besoin de penser à digitaliser la solution pour vraiment résoudre le problème. J'essaie vraiment de simplifier parce que c'est vraiment, je sais qu'il y a parfois ce mur on pense que c'est vraiment, on est des apprentis sorciers, etc. Non, c'est juste des machines qui calculent trop vite. C'est ça. Et c'est de là que je pense que vu que c'est uniquement une technique, comme toute autre technique, comme le fait d'utiliser un stylo et un bout de papier, quand on apprend ça à l'école, donc on devrait forcément, à l'école, pour tout le monde, apprendre comment utiliser ces outils et c'est quoi ces outils, parce que en fait, on parlait que Internet et la vague numérique, etc., c'est la 3e révolution épistémologique. Donc, c'est après l'écriture, après Gutenberg, maintenant il y a les ordinateurs. C'est juste, ça peut paraître assez simpliste, mais il faut vraiment avoir cette notion. Et c'est de là qu'on peut vraiment avancer, que, disons, on peut ouvrir notre vision, notre champ de vision peut vraiment être élargi du fait que les règles de droit s'appliquent aussi sur ces outils. C'est aussi simple que ça. Et par exemple, je peux très bien citer comment ces outils technologiques, parce que non pas bien régulés ou parce qu'on a ce mythe où on ne peut pas vraiment faire la correspondance entre la vitesse à laquelle vont nos petits ordinateurs ou les gros serveurs chez les grosses compagnies par rapport à notre très modeste vitesse de notre cerveau, on peut très bien considérer que, par exemple, le fait que des compagnies comme Meta, Facebook, Twitter, etc., n'ont pas un contrôle très transparent sur le fait comment leur algorithme fonctionne, comment l'information est propagée à travers ces réseaux, etc. Là, on se pose la question, oui, mais et la liberté d'expression dans tout ça, comment on pourrait faire? Parce que maintenant, ce qu'on remarque, c'est que vu que ça part c'est parfois trop rapide et que les législateurs ne suivent pas, on se retrouve dans c'est comme le Far West, en gros. Les règles basiques du droit ne s'appliquent pas. Et je prends un exemple très concret, vu que ces plateformes maintenant sont utilisées même par des institutions publiques pour publier des informations officielles. Donc normalement, ces institutions publiques, je peux citer l'exemple de plusieurs pays, dans mon pays, la Tunisie, les communications officielles, même de la présidence de la République, se font sur Facebook. Et je me pose une simple question, peut-être que les juristes se sont aussi posés. Cette page officielle de la présidence de la République, c'est un espace public, oui ou non? Et donc, c'est quelle loi qui s'applique sur ces espaces?
qui est maintenant considéré public ou utilisé comme public. Ben, les gens de Facebook, ils disent que c'est les community standards de Facebook. Ce n'est pas la législation tunisienne, ce n'est pas les législations internationales ou la constitution tunisienne. Et c'est le cas pour d'autres pays. Et ça par exemple, je peux aussi très bien parler de ce qui s'est passé en mai 2021 lors de l'attaque sur Gaza. C'est là qu'on a vu, par exemple, qu'il y avait, et ça a été confirmé par un rapport de BSR, il est sorti il y a quelques jours, que clairement, Facebook n'a pas respecté les règles basiques de droit qui permettaient aux Palestiniens d'exprimer ou de profiter de leur liberté d'expression, etc. Et Facebook dit parce que soit nous n'avons pas les capacités, soit c'était une intelligence artificielle qui était derrière tout ça. Et là, c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est un autre vraiment dossier je pourrais en parler pendant des heures. Mais quand ça se répète et quand on avertit ces plateformes que ça s'est répété depuis 2018, il y a des groupes comme Hamla en Palestine qui ont sorti soit des policy papers, soit des rapports qui répètent qui ne cessaient de répéter que d'accord, c'est involontaire, c'est l'intelligence artificielle qui fait tout ça, mais maintenant vous le savez, donc votre silence est aussi complice. Ça, c'est un autre exemple où comment cette intersection entre outils technologiques, entre puissance des firmes privées qui priment parfois sur les règles du droit appliquées dans telle ou telle juridiction, peuvent amener à priver des citoyens de leur droit de protester, de leur droit de liberté d'expression et de leur droit d'accès à l'information. Parce que si, par exemple, c'est les community standards de Facebook qui sont appliqués sur la page de la présidence de la République de la Tunisie, quand je pose une question par message ou commentaire, quand c'est Facebook qui automatiquement me bloque pour un commentaire que son intelligence artificielle considère comme offensant ou comme offensif, c'est par quelle règle de droit? Ça me prive, moi, comme simple citoyen, d'avoir accès à l'information qui est consacrée aussi bien par les conventions internationales que par ma Constitution, aussi bien celle de 2014 que celle de 2022. Donc c'est vraiment des questions comme ça qu'on devrait se poser, et c'est vraiment de démystifier ce mot digitalisation, technologie, etc. C'est juste un outil. Les règles basiques du droit doivent s'appliquer. Et malheureusement, ce qu'on observe, vu que ça va très vite comme force de calcul, c'est que c'est devenu le Far West où on fait parfois tout et n'importe quoi, malheureusement. Et quand on donne des moyens technologiques et financiers énormes à des ingénieurs ou bien à des techniciens super méga intelligents, ils jouent en toute bonne foi. Étant ingénieur, et je pense savoir un peu de quoi je parle, ayant aussi été confronté moi-même à ça, sans le vouloir, on joue un peu aux apprentis sorciers question droits humains. Vraiment, ce qui se passe dans les centres de recherche. Et il y a un exemple très connu, c'est en 2017, lorsque des chercheurs de chez Facebook ont mis 2 bots Messenger qui se parlaient entre eux. Et ces 2 jolis petits bots, après, ils ont commencé à dire n'importe quoi, mais la communication, elle continuait. Mais on comprenait, c'est-à-dire que ces 2 bots, ces 2 intelligences artificielles, elles se comprenaient elles-mêmes. Enfin, elles arrivaient à répondre à des questions par oui ou non entre elles-mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment intelligent, mais on ne savait pas la finalité de tout ça. On ne connaît pas la finalité de tout ça. Et ils ont décidé de bloquer ça pour comprendre. Donc, vraiment, je pourrais parfois m'étaler des heures sur ça, mais c'est vraiment démystifier ça et aller de l'avant et appliquer les règles de droit basiques qu'on connaît pour la protection de droit à la vie privée, à la protection des données personnelles, le droit d'accès à l'information et bien sûr le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Merci beaucoup, Chérif. C'est vraiment très intéressant et je pense que vous avez mis en lumière beaucoup de choses qui avaient déjà été dites par nos 2 collègues aussi. Ce que je
ce que je relève un petit peu de vos trois interventions, c'est qu'il y a plusieurs enjeux. En fait, il y a un premier enjeu qui est celui, vous le disiez justement, de la régulation. Et par exemple, l'intelligence artificielle est le meilleur exemple de ça, c'est comment réguler l'intelligence artificielle. Et Gérald Dabi, là, en parlait aussi, comment on cherche à utiliser aussi l'intelligence artificielle. Elle peut être mobilisée au service des droits humains, mais comment en avoir un usage qui soit raisonné, raisonnable, éthique, et comment peut-on réguler ces outils-là. Et en fait, comme vous le disiez, pour l'instant, ça échappe complètement à toute régulation. Et il y a là un gros enjeu, je pense, pour nous tous dans cette salle, c'est de faire du plaidoyer à ce niveau-là, de faire du plaidoyer, et c'est ce que fait beaucoup, notamment Access Now, pour mieux réguler l'utilisation des données de manière générale et l'utilisation d'outils comme l'intelligence artificielle. Un deuxième enjeu qui est beaucoup ressorti des différentes interventions, c'est l'enjeu de l'éducation. L'éducation et l'information sur ce que sont déjà ces outils et comment les utiliser correctement, comment les utiliser de manière éthique. Et l'éducation non seulement des populations qui sont par exemple coupées d'Internet et donc on va dire de l'éducation sur ce que sont vraiment ces outils, mais c'est aussi de l'éducation auprès même des bailleurs, puisque vous disiez tout à l'heure, en fait le digital par exemple, et on en avait déjà parlé un petit peu en off on va dire, mais c'est les solutions digitales ne sont pas toujours la solution au problème. Et parfois, ce n'est pas la digitalisation qui va nous emmener vers une amélioration de nos activités, vers une amélioration dans le domaine des droits humains. Et donc, il faut aussi parfois repenser et remettre à sa place le digital comme n'étant effectivement qu'un outil qui doit être pensé en tant que tel et qui ne doit pas être pris comme une fin, qui ne doit pas être poursuivi pour digitaliser à tout prix, si la solution peut être faite autrement et peut être trouvée autrement que par les solutions numériques et digitales. J'aimerais peut-être, avant de poursuivre la suite des interventions, ouvrir déjà une première fois le débat au public. Donc si vous avez déjà des questions, je vous laisse... voilà. Madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. C'est Mariana Boema, la coordonnatrice de IFED, une organisation de la société civile basée au Nord Kivu. Je voulais juste m'aligner sur l'idée de Brian en partageant notre expérience sur l'utilisation de l'outil DataStack, qui est un outil qui nous permet de documenter et de gérer les risques d'une manière standardisée de violation des droits humains au niveau de la RDC. Et ça nous permet aussi de former, de créer les relais communautaires pour documenter aussi au niveau de base sur l'information de violation des droits humains. En tout cas, ça nous facilite vraiment à bien gérer et à fiabiliser les informations au niveau local, tout comme au niveau de nos partenaires. Merci beaucoup. Bonjour, Fatri Saïdi, je suis membre de l'Union de l'Action féministe au Maroc. En fait, moi, je souhaite partager avec vous notre expérience parce qu'on a commencé à utiliser les nouvelles technologies depuis 2010 en créant des portails Internet pour promouvoir les droits socio-économiques des femmes, les droits juridiques, la prévention contre la violence et aussi pour l'utiliser, utiliser les outils comme les capsules vidéo, tout ça, pour sensibiliser les jeunes, parce qu'on sait que les jeunes, ils voient surtout ce genre de choses. Mais le problème qui s'est posé, c'est combien de femmes au Maroc, ils ont accès à Internet. Ça, il y en a très peu, même au sein des étudiants, parce que les étudiants en droit, très peu, ils ont accès à Internet. Et il n'y en a pas beaucoup qui utilisent. Donc ça, c'est des choses. Donc on a essayé, avec les femmes qui viennent à notre association, qui sont analphabètes et avec lesquels on travaille l'alphabétisation, d'allier les deux, c'est-à-dire de faire l'alphabétisation littéraire, apprendre à lire et à écrire, et après on les fait passer pour utiliser au moins le PC et accéder à Internet pour commencer à comprendre. Mais il reste beaucoup de problèmes. On a même créé un guichet en ligne
pour recevoir les plaintes des femmes victimes de violences, mais il y en a très très peu. Il y a surtout des femmes d'un niveau supérieur, ingénieurs, médecins et tout ça, qui nous contactent à travers ce guichet, alors que normalement, qui sont très très... Enfin, le nombre il est très très faible, quoi. Donc il y a ça, il y a autre chose à laquelle on est confronté maintenant dans le cadre de notre centre d'accueil, le guichet d'accueil des femmes victimes de violences, c'est la violence numérique qui est de plus en plus forte maintenant. Et même les membres de l'association ont subi des violences numériques. Et là, bon, pour le recours, c'est très très difficile avec la justice et la police. Donc vraiment c'est un problème très 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 délicat, quoi. Voilà. Donc merci. Ulrich Stege. I'm teaching at the law clinic in Turin, and also I'm speaking English because I have a question specifically to, or a comment question to Brianne and Gerald. So what is interesting, what you just mentioned, I think Gerald started with the idea, we are now creating a sort of a virtual lawyer that brings us in the multiplication of cases immediately in information to people. I think that's a very interesting take. I have a very interesting example from a law clinic in Hamburg who is trying exactly this, using not the technology for let's say for information, but using it for legal litigation. So it is an example of trying to use an app, a tool for students to go in immigration detention and to gather all the information and to automate a legal appeal immediately from the information gathered. Because the idea was, or the consultation was that they found that in Germany, I have to say, it's very hard to say this to some extent, but it's true that 80% of those in detention shouldn't be in detention for legal reasons. Because if you would make an appeal, because the appeals succession rate is quite high, if you make an appeal, you actually effectively have an access to justice for those people in detention. So that was a consultation which was very interesting to make. So they thought, okay, let's automate the appeal as much as we can so that we have a lot of effect. So this is an interesting take. I think it's an interesting evolution. From an education perspective, now I'm coming from the law school or a law clinic perspective, obviously it would make me sort of sad to say why we then teach our students to be a lawyer if we do have virtual lawyers anymore. So I think that's something we have to think about. But it's true at the same time. I think we have to train our students to be in the position to use these kind of tools for legal activism to some extent. And the new technology is exactly going in this direction. I have a lot of examples of investigations through, as you've mentioned, from Essex, for example, the wonderful example that exists over there. So there is a number of very good examples where actually human rights activism through technology is actually helping us. I think what we also have to be careful, and you have mentioned it in your panel. I think what is quite important is that we also, through the pandemic, we have seen quite of a huge amount of violations through mobile phones to some extent. Governments that ask us to scan our sort of health certificate is actually excluding us from labor rights, or some citizens, for example, for labor rights, which have been actually fighted for tens of years,
and then just in a second of technology is taken away from us. I think we have to be careful about what we are also proclaiming, asking, for example, a virtual lawyer. And that's also part of the educational part, in my view. So anyway, I just put you this kind of comment, but I would like to have your view on it and how you actually mitigate this kind of conflict that you see in between the usefulness of technology in legal litigation, but also human rights investigations, but at the same time the risk that that poses for us as legal educators, but also as citizens. Thank you. Oui, pardon. Une autre question pour Monsieur Abila. Merci beaucoup pour la présentation. Je me pose déjà une première question pour savoir déjà comment est-ce que vous avez contourné les obstacles relatifs aux privilège de conseil juridique qui est détenu par les avocats, savoir parce qu'il y a des régulations et puis des acteurs qui tendent à préserver ce droit et de le rendre exclusif aux avocats. Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est quel rôle, un peu plus prospective, quel rôle vous verriez du coup pour les professions juridiques dans un monde dans lequel on généraliserait le type de solutions sur lesquelles vous travaillez en ce moment. Merci beaucoup. C'est bon? Merci pour la parole. Je suis Maître Claude Kanyekete du barreau de la République démocratique du Congo. Je voudrais poser la question dans le même sens que mon prédécesseur. Je suis président d'une clinique juridique en République démocratique du Congo. Ça fait à peu près 20 ans. Lorsque nous avons commencé, nous avons eu des problèmes avec les barreaux parce que les bâtonniers disaient que les avocats qui œuvrent dans les cliniques juridiques bradent la profession. Donc, du coup, la population consulte plus ces avocats-là parce qu'ils demandent presque rien donc, par rapport aux avocats qui n'œuvrent pas dans les cliniques juridiques. Et petit à petit, avec l'Avocat sans frontières, ainsi que tant d'autres organismes qui sont accrédités au Congo, lorsqu'ils ont commencé à approcher, à travailler avec le bureau de concession gratuite de barreaux, et à ce moment-là, ces mariages-là avec les cliniques juridiques, les ONG qui œuvrent dans le domaine de l'assistance judiciaire gratuite, il y a eu quand même un équilibre, la compréhension, tout ça. Alors, j'aimerais savoir par rapport à vous en Ouganda, est-ce que vous n'aurez pas de problème avec, ou vous n'avez pas de problème avec les barreaux? Parce qu'il y a le monopole, l'assistance et la représentation judiciaire, chez nous, j'imagine à travers le monde, ça relève du barreau des avocats. Alors, j'aimerais savoir à ce niveau-là, comment vous êtes comporté vis-à-vis de la profession d'avocat, ou peut-être vous pouvez utiliser une autre expression, par exemple, conseil aujourd'hui ou quoi, je ne sais pas. Voilà. Merci. C'est bon? Oui. Hello, Ferdinando Laiolo. I'm a lawyer based in Italy. My question goes to Brian. I wanted to understand a bit better how can we trust the information that we get from OSINT, in the sense how can we make the information, how can we transform the information into evidence from a strictly legal point of view, because it's can be easily corrupted and it can be easily stored not in the proper way. So how can we ensure that what is called the chain of custody is kept properly in order to use the information and to make it evidence which is used in a trial? Especially now I'm thinking about the war in Ukraine. I mean, I think it's full of evidence, full of information, full of images, but I don't know how those photos, how those videos can be used one day as evidence. Thank you.
une petite question au panel. Comment pensez-vous qu'on devrait faire pour que la dénonciation que nous faisons en tant qu'activistes, défenseurs des droits humains, donc la dénonciation que nous faisons de l'absence de régulation ou de ce Far West dont parle le shérif au niveau de Internet et du digital, qu'elle ne se retourne pas contre nous par des gouvernements autoritaires qui vont fermer, comme vous le savez, à des périodes sensibles et à des périodes de protestation, fermer toutes les informations ou prendre des législations ouvertement répressives, ouvertement scélérates. Comment pensez-vous qu'on doit trouver l'équilibre entre cette dénonciation pour que celle-ci, malheureusement, ne se retourne pas contre nous? Merci. Oui, merci. Alors c'est une question pour Chérif, mais aussi pour tout autre juriste qui voudrait s'exprimer. Voilà, donc on assiste actuellement à un phénomène de décrédibilisation du discours quand celui-ci dérange ceux qui ont le pouvoir de dicter quel est le narratif correct ou adéquat ou vrai, selon le moment. Ceci est particulièrement interpellant sur Internet et sur les réseaux sociaux en particulier. Les lignes entre désinformation, censure, faits, opinion et l'expérience vécue des personnes deviennent très floues, en fait, avec des conséquences très délétères pour les droits fondamentaux. Moi, je voudrais juste vous demander quel regard portez-vous sur cela en relation concrètement, spécifiquement par rapport à la période de pandémie Covid, la période de 2 ans et demi qu'on a vécue les 2 dernières années et demie. Merci. Oui, en fait, je vois, vous avez tous présenté ici l'outil numérique comme moyen de protection. Seul un collègue dans la salle tout à l'heure a relevé qu'il y a des attaques contre leurs collègues, contre des femmes et tout. Mais aujourd'hui, nous, dans nos pays, c'est le moyen qu'utilisent les gouvernements pour réprimer. Moi, j'ai laissé un collègue en prison, même après retrait de la plainte du plaignant, pour seulement une publication sur les réseaux sociaux. Avec toutes les lois liberticides que prennent les gouvernements, on ne peut plus parler seulement d'outils de protection. Il y a l'usage et la pratique dans ces pays. Et personne n'a réellement touché ce sens, on n'a que positivé. Et il y a l'autre revers de la médaille aujourd'hui. C'est devenu vraiment un moyen de répression contre les activistes et les journalistes. Il y a même les lois dans certains pays concernant les médias qui ont été contournées pour pouvoir aller sur les lois anti-cybercriminalité. Donc moi je me dis aussi il faut qu'on en parle, on se dise que ce n'est pas seulement un outil qu'on peut faire la promotion, dire que ça protège, ça aussi c'est contour. Voilà ce que je... Merci beaucoup. On va prendre une dernière question s'il en reste une. Oui, je vous en prie. Bonjour. Je vais peut-être faire quelques erreurs. J'ai l'impression que ça rentre un peu dans le sujet, mais comme je ne connais pas très bien. Mais je me disais, je travaille à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des personnes défavorisées à Paris. Et je me demandais aussi, il y a beaucoup de données qui existent et qui peuvent nous être utiles aussi au service du droit au logement. Et comment ces données justement pouvaient être partagées ou comment aussi nous on pouvait utiliser cette technologie-là pour avoir une surveillance sur la réglementation qui est appliquée ou qui n'est pas appliquée. Pour exemple, les services des impôts ont une base de données parce qu'il y a une taxe sur les logements vacants en France. Ces documents-là sont super intéressants pour ensuite nous mener une politique. D'abord d'aller sanctionner ces bailleurs s'ils
contraire à l'intérêt général et gardent les logements vacants trop longtemps, mais aussi pour avoir un démarchage auprès de ces bailleurs-là, pour pouvoir éventuellement les prendre en location moins cher pour les louer à des personnes qui sont défavorisées, et donc du coup victimes parce qu'elles n'ont pas droit au logement. Comment on pourrait aussi surveiller plutôt que les gens, les choses qui sont l'objet de ces droits, par exemple le logement. Il pourrait y avoir des cartes, sortes de cartes d'identité des logements avec toute une donnée, un historique sur les logements eux-mêmes, pas forcément sur les locataires mauvais payeurs ou pas forcément sur les bailleurs, mais au moins un logement, s'il a été insalubre, s'il a fait l'objet d'une décision d'obligation de travaux, si ça a été fait, quels sont les loyers, quels sont les locataires, les propriétaires successifs qui sont dessus. Et puis aussi, la réglementation des loyers, on pourrait développer des outils qui nous permettent, des algorithmes qui permettraient de repérer toutes les offres de location sur un secteur qui sont sur Internet pour savoir si les loyers sont respectés ou pas, et sinon, pourquoi pas envoyer un message automatique à ses propriétaires pour avoir une sorte de rappel à la loi. Et puis aussi, quelquefois, comment ce sont les plateformes, les entreprises elles-mêmes qui nous opposent justement les droits relatives aux données et qui ne veulent pas fournir des informations au pouvoir public pour justement avoir leur propre surveillance. C'est le cas par exemple de la plateforme Airbnb et des locations touristiques qui ne veut pas dire quelles sont les durées de location qui dépassent la réglementation, etc. Voilà, donc à la fois comment on peut aussi utiliser cet outil-là sans non plus nous tomber dans des déviances dont on ne serait pas tout à fait fier parce qu'on ne mesure pas non plus les conséquences que ça peut avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces questions très intéressantes et qui soulèvent de nombreux enjeux auxquels je crois qu'on ne va pas pouvoir donner des réponses abouties aujourd'hui, mais on peut en tout cas se tourner vers nos orateurs pour proposer des pistes de solutions, parce que je sais qu'ils en ont et qu'ils y ont réfléchi, des pistes de solutions pour répondre à ces questions. Donc je vais revenir sur une des questions qui est revenue dans plusieurs questions, qui concerne donc l'information et notamment comment on peut utiliser en fait certaines données, donc par exemple comme ce dont vous parliez à l'instant, comment on peut utiliser certaines données. Ça rejoint aussi tout ce qui est donc le monitoring de violation des droits humains grâce à des technologies d'investigation open source par exemple. C'est des technologies qui peuvent être utilisées pour collecter des données, pour ensuite nous mener une lutte dans certains secteurs. Le logement peut en être un, les violations des droits humains dans les contextes de guerre peuvent en être un autre. Et donc, une des questions qui se posait aussi, c'était « How to trust, Brianne, how to trust information that we collect and how to make sure we get the right information from what collected from Internet, for instance ». Yeah, it's a really important question, and I should be clear, there's different ways to approach open source investigations. So the two biggest fields at the moment that are using it are journalism, media communication field, and law, for example. And they have different motivations for using it, and then they have different end uses for using it. So certainly those from the legal field who are using open source investigations require a much, they require both require very rigorous standards when it comes to verification. But as was noted, the chain of command or the chain of custody of specific material will be very crucial. So if you're, for example, if you've captured a photograph from social media that you think is incredibly relevant, first, you have to preserve that because it can always be deleted. You would need to verify it. You would have to check to see if the metadata has been maintained or whether it's been erased. If it's been erased, then it's going to be a challenge. If the metadata is still there, that will be very useful. For example, to be able to then look for other clues on how to further verify and ensure that that was an original source posted by an individual, and being able to hopefully locate an individual attached to that source. But there's other types of material that can be used, and satellite imaging, open source satellite imaging has been used in different legal processes. And there's, you can think of Google Earth, for example, but there's other satellite images that can then corroborate
or verify what is found from one source or another. And then it raises the probability that that's able to be used in more stringent types of proceedings that you would find, for example, in criminal cases, but also in civil cases. So journalism, people who are using it for journalism, they also have to, the whole idea is around open source is transparency and that it's able to be reproduced, that someone else can follow the same steps and come to the same conclusions. And that's really important, but it doesn't stop at open source. So the New York Times, for example, has won some Pulitzer prizes for its work around open source techniques, but it wasn't just open source techniques, it was combined with on-the-ground normal journalism where they were able, it was that combination where they were really able to show, for example, that the US government had mistakenly murdered an aid worker and children, which they had originally said they did not do. And they were, through their work of open source combined with traditional journalism on the ground, they were able to get the Pentagon to apologize for this mistake, which apparently was the only second time the Pentagon has ever apologized for a mistake. But it shows that open source is not the answer, but combined with traditional forms of investigation, particularly when it's transparent, when it's reproducible, when it's verifiable, and if you're able to show a chain of command from the original source of the image or satellite, et cetera, then it can be used. Thank you. Yeah. Thanks a lot. Another question that came up from some questions in the audience was how to overcome the inequalities in accessing the internet and digital technologies, especially when you're dealing with vulnerable people, vulnerable populations. So maybe Gerald, if you have some insight on this, how to overcome the inequalities regarding the access to internet. And also another question that you couldn't answer at the same time is how to deal with the competition with the lawyers. Thank you. Yep, thank you. I noted some down. Can I just rush through some of the questions? There was a question that came in from Morocco, and I think that's the one you mentioned about women and accessing some of these new technologies. I think technology does not work in a vacuum. From our experience at Barefoot Law, we tried, in the beginning, we focused a lot on digital technologies, 2012, 2013. And then we realized when we carried out an impact assessment after 2 years, about 90% of those that we served were around Kampala. And about, I think, 80 again or 90% were men. So because we were focused on the internet and mobile phones, we were serving those that were already privileged. And so we refocused the model to try and come up with traditional means that were fused in there and focused on upcountry areas that were hard to reach. That's when we brought in the radio stations, we brought in the SMSs, we brought in community people that we called nodes, including setting up some activities in those areas. So try to look at it using traditional means. Technology only enhances. So in this case, don't forget, I know someone, for instance, who sends paralegals to places where women go to fetch water. And that's a person that has a gadget and is able to contact a lawyer on their behalf. So that's just one example of something like that. Yeah, there's a lot of digital violence that can only be overcome through advocacy. And a lot of it these days is carried out by bots. These are fake accounts that there's a lot of clickbaiting, there's a lot of things like this because it leads to clicks, it leads to more revenue. So this will always continue unless we advocate. And what we can advocate for is to have access to these algorithms. Let it be made open source so that at least we can know where some of these vulnerabilities are. I like what you mentioned, the professor, about work that's being done in terms of automating processes.
And I think I would love to get in touch with some of those that are doing this. It's an idea I've played around with. I think when you look at countries in which judgments are made available, it's possible to predict judgments, or it's possible to predict outcomes of court decisions just by reading previous judgments by a judge. So you can read a judgment and know which judge it is before seeing the name of the judge. So it's possible with big data to do something like that. I think it's very possible. And the interesting question about the law societies and the bar associations. When we started Barefoot Law, there was a lot of opposition from lawyers that were already in, and of course there was a lot of certainty from us. We didn't know what we were doing, we did not know where we were going. And to try and win people over, we slowly involved systems change as part of our strategic plan. So one of the main strategies we had was systems change, and it was geared towards, one, demonstrating the benefits of technology. And this is about 2013, back in the day when everyone was skeptical, by sharing data, by sharing predictions, by giving talks to the law society, and slowly using that soft approach, we're able to win lawyers over. And then, of course, showing them that ignorance of the law means no one will come to lawyers. So if everyone knows that law exists, then it's more business for lawyers at the bar. So the role that we play as a civil society is one that opens people's eyes to the most basic law. Once people know this law exists, then tomorrow when they have something more complicated, they'll know how to use the law, or at least how to approach the law towards a solution. And yeah, I think that's it. Yeah, one last thing that you mentioned, and it's interesting because a lot of these tools can also be used as tools for repression. I remember I grew up on a generation that was fed the Africa Rising mantra. Africa is rising, you're the new generation. It's going to be kumbaya from here onwards. And it's going to be led by innovation and digital technologies and internet penetration. This is where the youth is going. And so we bought into that, and we had a lot of hopes about the future, only to see that because we did not regulate or we did not understand the landscape better, those with ulterior motives came and stifled that hope. Today, when you talk about social media, for instance, when you talk about digital, whenever there's an election in an African country, the first thing they're going to shut off is the internet. And what happened to the youth that are using the internet to trade? So it is sad. There is one of the regrets that I think about when I look back at the past 10 years. It is that, especially as Africa, we seem to have missed this bus. And I don't know what we can do to. The tools are available, we just need to use it to get to that Africa rising, not as a tool of repression, but as a tool to create hope, which I think when I look at laws being passed, digital, privacy laws, digital, a lot of them are laws of repression. There is no law that's being passed to enhance the use of these technologies for good, but rather to repress voices that are trying to use this technology for good. So maybe something we can do is to advocate, when we go back, that there is hope in this technology. Let's just advocate for it to be used for good and to be regulated as such. Yeah. Thank you. Thank you very much. And, sur cette dernière question, effectivement, de comment réussir en fait à utiliser les outils digitaux dans un contexte où ils peuvent être utilisés contre nous et contre les causes qu'on défend en priorité. J'aimerais aussi entendre M. Cherif El-Kadi. C'est une question qui est beaucoup revenue et qui est essentielle dans le débat qu'on a aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord répondre à quelques questions bien précises. La question de Madame, notamment comment contrer ou faire lutter contre la désinformation, tout ça, notamment sur les réseaux sociaux. À la base, les réseaux sociaux, c'est des entreprises à but purement lucratif.
Et donc, la base des réseaux sociaux, et c'est pour ça qu'on remarque que, par exemple, tout ce qui est matière à faire du buzz, matière qui se propage rapidement, à faire comme des pièges à clics, etc., c'est l'essence même des réseaux sociaux. Ça change petit à petit parce qu'il y a aussi bien des acteurs de la société civile que après même des acteurs politiques, vu que la conséquence ça a eu par après. Mais tant qu'on n'a pas vraiment touché ce business model de ces entreprises, on sera toujours dans la réaction, pas dans not in proactivity. On sera toujours dans la réaction. Et c'est là que le rôle que ce soit des États ou des institutions ou des juristes en général, lorsque une compagnie ou lorsque des sociétés, à travers leur activité, peuvent amener à ce qui est vraiment, à travers leur modèle business, peuvent amener à voir sur terrain, concrètement, parfois des catastrophes même, parce que les informations qui circulent sur des réseaux sociaux dans des pays en conflit, ça peut amener malheureusement à des cas de sévices, d'exécution, etc. Ça, on l'a très bien vu à Access Now, à travers les cas qu'on reçoit à travers notre helpline. Ça tourne carrément au règlement de compte, vu qu'il n'y a aucune régulation sur ces plateformes. Mais c'est là le rôle des États, des institutions internationales, des Nations Unies, d'intervenir. Parce que ça porte atteinte au bien-être de tous, de la société, et c'est un rôle important. Je suis loin d'appeler pour une régulation à une certaine forme d'autoritarisme, et je vais bien sûr répondre à monsieur, parce que le contexte politique est éminemment important. Mais il ne faut pas que ça reste sans réelle intervention et sans laisser le choix aux utilisateurs de, par exemple, c'est quel algorithme qui va me faire apparaître telle ou telle information. Parce que sur notre fil d'actualité Twitter, Facebook ou TikTok, ce n'est pas par hasard. C'est à travers les données collectées par ces entreprises, c'est le business model des entreprises, c'est à travers ces données collectées qui nous proposent un contenu qui, selon les données qu'on fournisse, pourrait pour nous être assez intéressant ou attractif afin de passer leur message publicitaire ou afin de promouvoir des idées X, Y, Z pour celui qui aurait payé ou sponsorisé telle ou telle publication au poste, etc. C'est vraiment du marketing pur et dur qu'on retrouve qui affecte directement l'espace civique, l'espace public. Et pour moi, il m'est évident qu'il faut faire du lobbying. Nous, on fait énormément de lobbying au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union européenne, au niveau national et régional, il faut vraiment que ça change. Ça, c'est pour les entreprises. Quant au niveau des États, et notamment les législations qui sont répressives, au lieu d'être des législations qui sont là pour protéger les droits et libertés, le contexte politique est éminemment important. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, c'est un outil. Après, ça dépend de l'utilisation de l'outil à bon ou mauvais escient. Même les outils qu'on utilise pour faire de l'écoute, par exemple les services de police technique qui font de l'écoute, etc., c'est des outils techniques, technologiques, qui sont utilisés à la bonne ou mauvaise volonté des autorités de tel ou tel pays. Donc le contexte politique est éminemment important. Il faudra bien sûr poser ça dans le contexte politique et dans la lutte générale pour les droits de l'homme et les droits humains en particulier. Parce qu'en fait, le revers de la médaille, il est bien évidemment clair dans les pays dictatoriaux ou malheureusement en phase de transition dictatoriale. Lorsque on se retrouve avec des lois, le texte de la loi est en soi criminel, parce que le texte de la loi porte atteinte à la vie privée. Et porter atteinte à la vie privée, je pense que dans les règles basiques du droit, ça pourrait facilement être criminalisé. Malheureusement, pour combattre un supposé crime, un cybercrime,
l'État ou les autorités commettent elles-mêmes un crime d'une manière totalement légale. Pourquoi? Parce que malheureusement, on voit que c'est une course de tous les jours. C'est qui va légiférer ou pousser à légiférer vers telle ou telle direction le premier. Parce que le terrain manque bien sûr énormément de contrôle, de législation. Parce que, et peut-être que je vais revenir aux plateformes privées, c'est privé, mais ça affecte énormément la communauté. Et ce qui affecte la communauté doit être, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine manière, contrôlé, régulé, etc. Et là vient le rôle aussi bien des législateurs, mais aussi des juges et avocats, de la justice en général, parce que ce qui est important avec tous ces outils de digitalisation, etc., nous sommes, disons, moi personnellement, je suis passionné de technologie, mais je suis aussi passionné par l'état de droit. Donc, si j'utilise la technologie, ça doit être dans le cadre d'un état de droit. Si j'utilise la voiture, je ne peux pas commencer à brûler les feux rouges ici et là et aller à 300 à l'heure en plein centre-ville. Ben c'est pareil pour la technologie. Il faut que les règles de droit concernant par exemple l'atteinte à la vie privée que vont faire des services d'écoute doit être sur ordonnance judiciaire, parce que le juge, c'est celui avec bien sûr les mesures de légalité, nécessité, proportionnalité, etc. C'est uniquement la justice qui a ce droit à titre exceptionnel de me peut-être priver à mes droits à des fins de justice. C'est vraiment aussi détaillé et simple que ça. C'est juste en fait que malheureusement, même nous, communauté technologique, nous sommes parfois dépassés par les événements parce que c'est des machines qui réfléchissent trop vite pour nous simples mortels, mais ça reste des machines. Et la machine, je ne pense pas qu'un jour la machine puisse contrôler l'homme, qu'on le veuille ou pas. Parce que là, on rentrerait peut-être dans un scénario qu'on ne peut pas imaginer. Mais tout de même, on doit imposer notre contrôle pour préserver nos droits humains. Merci beaucoup, Chérif. Et je pense que l'heure tourne très vite, donc on va pouvoir conclure cette plénière. Pour cela, j'aimerais peut-être vous donner la parole très rapidement, Brianne. Je sais que vous devez partir ensuite pour avoir le train, mais juste pour voilà, conclure et quel type de projet on peut penser aussi pour la suite et les futures années. Yeah, I think I just want to conclude by really stressing the link around the conference theme. So lawyering for change, strategic litigation, thinking along with those who are carrying out open source investigations, how can better connections be made, and not just amongst NGO community, but I liked the comments on the first panel this morning, thinking about other sectors, thinking about connecting with the journalists, connecting with the universities. How can those connections be leveraged to bring about change? And added to that is how then to center the victim communities that are then impacted and affected by the various violations that take place, and how can they have a say in how the technology is being used for their own benefit. So if you think of different apps that are available, do they maintain ownership over their stories? Are they able to decide how different information that is collected about them, how it's used? And I think that's the next step that we need to think about as we move ahead with more technology within the human rights world. Thank you. Thanks a lot, Brian. And yeah, if you need to leave, please. Mr. Gerald Abila, do you have a word for conclusion? Maybe just to thank you for that. I think we need to make the law available at an industrial scale. That's the only way access to justice will lead to access to peace. And I know it gets a bit frustrating
you'll overcome two big barriers. One, there is a technophobia, people fearing to use tech, especially in countries like mine. And you'll notice when you look at mobile phone companies, in the early days, a lot of them came and had automated kiosks like ATM machines to dispense airtime. But after some time, they did away with that and put human beings there because a lot of people would fear using machines. The other thing that I mentioned yesterday is legophobia, especially when it comes to language. And specifically, a project that I would be interested in working on is to make a lot of smaller languages available for us to use to make technologies more equitable. And yeah, access to justice must not only be done, but must be seen to be done beautifully. So don't forget to keep the law beautiful as you use it. And I said that yesterday, I'll repeat it today. My key word for this conference is beautiful. Yeah, and thank you for the questions, very interesting. Thanks a lot. Thanks a lot for this beautiful word for the end. Donc pour rapidement conclure cette session, et puis ensuite je vous garderai 5 minutes sur la pause lunch pour une très courte présentation. Je voudrais simplement donc voilà revenir sur les grands enjeux de qu'on a pu voir à travers cette plénière, et notamment toute l'intrication qu'il y a en fait avec tous les enjeux qui traversent l'ensemble de cette conférence, c'est-à-dire qu'on a vu le rôle de l'empowering à la fois et de l'importance d'informer et d'éduquer au regard des nouvelles technologies pour qu'elles puissent être utilisées d'une manière respectueuse des droits humains et de manière éthique, mais également l'importance en fait de la bataille juridique et du contentieux, et enfin le rôle énorme que joue le plaidoyer, notamment en matière de régulation, pour réguler l'utilisation qui est faite des nouvelles technologies et éviter les utilisations désastreuses pour les droits humains et oppressives. Et je crois que ce qui ressort de tout ça, c'est au final que le numérique aujourd'hui ne peut plus être une petite considération qu'on laisse de côté et qu'on regarde de temps en temps et à laquelle on s'intéresse de temps en temps. Elle est en fait au cœur de tout ce qui se joue en ce moment dans le domaine de la justice, de la politique et des droits humains. Et si on ne s'y intéresse pas dans nos luttes et dans nos activités, et qu'il reste en fait, que le numérique reste un impensé, alors il peut devenir un moyen d'oppression et il peut devenir dangereux pour les droits humains qu'on essaye justement de défendre et de protéger. Voilà, donc un grand merci à nos deux panélistes aujourd'hui, et je vais vous garder encore 5 minutes pour une petite présentation de notre outil, donc Lawyering for Change, la plateforme que Avocats sans frontières a développée et qu'on a développé justement, qu'on a essayé de développer pour en faire un réseau qui soit éthique et qui respecte les droits humains, et qui soit un réseau et une plateforme pour les défenseurs des droits humains. Donc, Justice Experience, c'est en fait un réseau qui a été développé par Avocats sans frontières depuis quelques années et qui a vu le jour il y a un peu plus d'1 an. C'est une plateforme en ligne qui est internationale et multilingue et qui vise à réunir les avocats, les ONG, la société civile, en tout cas toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et de l'accès à la justice partout dans le monde. Et pourquoi on a voulu mettre au point Justice Experience? Ça rejoint en fait beaucoup des considérations qu'on a eues aujourd'hui dans ce débat. C'est en effet, et qu'on a trouvé en fait à travers aussi cette conférence qui est ressortie de plusieurs des workshops et des sessions plénières, c'est l'importance de décloisonner nos connaissances et de partager les expertises, c'est-à-dire de sortir de son champ d'avocat ou de son champ de société civile, mais de croiser en fait les regards, de croiser les expertises et de le faire à une échelle internationale et multi-pays. Et on a vu aussi l'importance à travers notamment plusieurs workshops pendant cette conférence de construire des coalitions d'acteurs et des communautés de pratique, et enfin de construire aussi des réseaux, j'ai envie de dire, plus larges et internationaux qui permettent le partage de connaissances et le partage d'expertise.
Ensuite, bon, les enjeux évidemment qu'on rencontre, c'est les enjeux dont on discutait précédemment, notamment à nouveau l'enjeu éthique, c'est-à-dire comment réussir à faire une plateforme qui permette de nous mettre en lien, surtout après les 2 années qu'on vient de connaître et où on sait qu'on va rencontrer aussi des difficultés pour se rencontrer en présentiel. C'est essentiel de pouvoir se rencontrer et de continuer à travailler ensemble à distance, mais comment le faire de manière éthique, sans donner nos données et donner des données sensibles à des multinationales ou à des entreprises qui pourraient les utiliser à mauvais escient. Donc c'est ces enjeux-là qui sont au cœur des considérations dans l'élaboration de la plateforme Justice Experience, et c'est aussi donc de réussir à en faire un outil à destination de l'amélioration de nos actions. Et à nouveau, de ne pas faire du digital pour faire du digital, mais faire une plateforme digitale qui nous serve réellement. Et donc, concrètement, Justice Experience, c'est en fait une plateforme en ligne qui est développée par Algou, qui est une petite entreprise française et qui est donc complètement indépendante des grandes multinationales. Et ça a été développé en open source, et ce qui est important en termes éthiques, puisque ça permet aussi de bénéficier des innovations qui sont faites par d'autres, et que ça permet que l'innovation ne reste pas seulement, par exemple, pour nous, puisque c'est nous qui commandons la plateforme, qui avons demandé de créer cette plateforme. Donc ça ne reste pas uniquement, on va dire, dans les mains d'ASF, mais c'est justement développé en open source. Et avec un hébergement souverain, c'est-à-dire qu'on est complètement indépendant des grands serveurs type Amazon, etc. Et on a nos propres serveurs en France, ce qui apporte également des garanties en termes de sécurité des données et d'éthique. Et puis, c'est enfin pour répondre aux objectifs que je présentais précédemment, un réseau social, c'est-à-dire que comme sur tout réseau social, on peut avoir sa petite page de profil personnel, un fil d'actualité, etc. Et une plateforme internationale et multilingue, puisqu'elle est disponible en 6 langues, dont l'anglais, le français et l'arabe, et avec un outil en plus de traduction instantanée des contenus. Et enfin, c'est un outil collaboratif, puisqu'on a voulu faire de cette plateforme un outil qui permette de se connecter, mais qui permette aussi de travailler ensemble directement sur des contenus, sur des documents. Et donc, on peut aussi également éditer des contenus de manière collaborative, partager des contenus, etc. Donc, au final, et pour ne pas vous retenir trop longtemps sur la pause lunch, j'essaye de faire très vite, mais vous avez aussi plus d'informations dans le petit livret. Justice Experience, c'est en fait un support pour nous, pour développer les communautés de pratique, développer les coalitions et développer des réseaux. Comme on est en train de le faire aujourd'hui, l'idée c'est juste de poursuivre les échanges à l'issue de cette conférence et donc de rendre possible les interconnexions, le partage d'informations, l'apprentissage entre pairs et l'apprentissage et le partage d'expertise entre, comme je disais tout à l'heure, acteurs très différents et à l'international. Et voilà, je vais pas en dire plus, je vais vous laisser aller déjeuner, mais merci beaucoup. Et donc vous avez dans le petit livret un formulaire d'inscription, ou si vous voulez, vous pouvez vous inscrire également par mail à l'adresse mail qui est indiquée juste ici. Encore un grand merci à nos orateurs aujourd'hui et à Brianne qui est partie plus tôt. Merci à tous pour vos questions et ce débat très intéressant, et bon appétit.